Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 2 de notre série Tower Defense. Aujourd'hui, on va commencer par parler des ennemis. On va ajouter un premier ennemi et on va faire en sorte qu'il puisse se déplacer dans notre scène. Donc on va programmer ses mouvements et on va programmer un système de waypoint pour pouvoir déplacer l'ennemi d'un point à un autre, puis à un autre, puis à un autre, etc. Alors il faut savoir qu'au niveau intelligence artificielle et mouvement des ennemis, il y a vraiment plein de solutions possibles. On peut faire ça directement et entièrement via script, on peut utiliser un système de waypoint comme on va faire aujourd'hui, ou alors on peut encore utiliser un système de navmesh, bref, il y a vraiment plein de solutions possibles. Dans notre cas, on veut quelque chose de relativement simple. On fait partir l'ennemi d'un point vers un autre, donc il va aller du point vert, là du point de départ, jusqu'au point rouge à l'arrivée, en passant par un certain nombre de points que nous allons décider en tant que développeurs. Une fois que l'ennemi aura atteint le premier point, il ira vers le deuxième, le troisième, etc. jusqu'à arriver tout au bout du parcours, et une fois qu'il sera au bout du parcours, on va simplement détruire l'ennemi et on veut perdre un certain nombre de points de vie. Mais pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur les déplacements de l'ennemi. Déjà, on va un petit peu placer notre caméra parce que si je vais dans l'onglet Game, on peut voir que la caméra n'est pas vraiment placée dans un endroit très intéressant pour l'instant. Donc pour ma part, je vais faire une vue assez aérienne de la scène, mais plus tard dans la série, on fera en sorte de pouvoir déplacer cette caméra. Donc on fera en sorte de pouvoir aller vers la droite, vers la gauche, mais aussi vers l'avant, vers l'arrière, mais on pourra aussi faire des zooms. Donc on pourra zoomer sur une partie du parcours, ou au contraire dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Il y a une façon assez simple de placer une caméra sur une vue qui vous plaît, c'est d'utiliser l'onglet scène. Donc moi je vais simplement me déplacer dans ma scène, de façon à avoir vraiment une vue d'ensemble de mon niveau. Donc moi j'aimerais que la caméra elle ait à peu près la vision que j'ai actuellement dans mon onglet scène. Donc j'ai envie d'avoir une vue aérienne, pas totalement à 90 degrés, donc on peut quand même voir la forme du cube rouge et du cube vert, et c'est à peu près ici que j'ai envie de placer ma caméra. Pour faire ça, ça va être très simple, on n'a pas besoin de déplacer manuellement la caméra, donc faites simplement comme moi, prenez une vue qui vous plaît depuis l'onglet scène, et une fois que vous pensez avoir trouvé l'angle de vue parfait, vous pouvez cliquer sur votre caméra, donc sélectionnez-la dans l'inspector, et ensuite on va simplement faire Game Object, Align with View. Et en cliquant là-dessus, la caméra va automatiquement être déplacée à la position à laquelle on se trouvait. Donc si maintenant je passe dans l'onglet Game, on peut voir que la caméra est déjà bien placée. Voilà, ça c'est une petite astuce pour placer vos caméras plus facilement, vous pouvez utiliser Game Object, Align with View. Et ensuite la caméra prendra simplement la vue de l'onglet scène. Ok, maintenant que la caméra est placée, on va peut-être ajouter un sol en dessous de notre niveau, parce que là, si je vais dans l'onglet Game, on peut voir qu'on a un fond gris, qui est en fait celui de la skybox, donc on a ici dans le fond, donc pour le ciel mais aussi pour le sol. On va donc aller dans l'onglet Scène, on va faire Game Object, 3D Object, on va ajouter un plane. Ce plane, on va faire un reset sur sa transforme, donc sur la roue dentée, reset. Et nous, on a envie que ce plane, il soit vraiment partout sur notre caméra, donc il faut en fait qu'il soit très grand. Vous pouvez ajouter quelque chose de vraiment élevé, du genre 100 par 1 par 100. On va ensuite lui ajouter un matériel, donc on va créer un matériel dans Project, clic droit, Create Material, on va l'appeler Ground Plane. On va le glisser sur notre nouveau plane, d'ailleurs on va aussi le renommer Ground Plane. Et ensuite, on va recliquer sur le matériel et on va simplement changer sa couleur. Donc dans Albedo ici, je vais sélectionner quelque chose d'assez foncé. Voilà, je vais baisser le smoothness à 0, je vais ajouter un petit peu de métallique, 0,3, ça m'a l'air pas trop mal. Et qu'est-ce que ça donne dans l'onglet Game? C'est pas trop mal. Et le ground plane, on va peut-être légèrement le baisser à moins 0,5, histoire qu'on ait vraiment le bas des plateformes qui soit affiché quand même au-dessus du plane. Voilà, comme ça, il est pile en dessous. Et dans l'onglet Game, ça rend plutôt bien. Bien évidemment, vous choisissez la couleur que vous voulez. Au niveau de la taille que j'ai sélectionnée, j'ai peut-être pris quelque chose de très élevé avec 100 par 1 par 100. Je pense que si on prend 50 par 1 par 50, ça devrait aussi faire l'affaire. Vous voyez que le plane n'est pas exactement centré avec notre niveau, mais ce n'est pas très important. Vous voyez que dans l'onglet Game, on ne voit absolument pas la différence. Mais selon certaines résolutions et certains appareils, peut-être que notre caméra verra un peu plus à droite, un petit peu plus en haut, un petit peu plus en bas. Donc n'hésitez pas à prendre quand même quelque chose d'assez grand. Je vous rassure, ça ne prend quasiment pas de ressources. Ça posera absolument pas problème. On peut maintenant glisser Ground Plane dans Environnement et je vais le mettre tout en haut pour qu'on puisse le retrouver rapidement si jamais on veut le modifier. Maintenant qu'on a ajouté notre fond, on va ajouter notre premier ennemi. Donc on va aller dans Game Object, 3D Object, Sphère. Comme je l'ai dit, on va utiliser une sphère pour le début. Pour le prototyping, on va faire un reset.
Et on va simplement déplacer cet ennemi au niveau du point de spawn, donc chez moi c'est le point vert. Je vais maintenir CTRL pour le déplacer, pour faire des déplacements avec le système de snap, donc pour avoir vraiment des positions précises. Donc je reste appuyé sur CTRL, je vais le placer à peu près au niveau du début. On va le monter un petit peu, et là je pense qu'il est même placé bien au milieu, effectivement il est bien au milieu, donc c'est parfait. En revanche, l'ennemi va peut-être être un peu petit dans l'onglet Game, vous pouvez voir que c'est vraiment un tout petit point blanc. Donc on va augmenter ça à 2 par 2 par 2 je pense. On peut maintenir CTRL et le mettre un petit peu en hauteur. L'ennemi va de toute façon flotter un petit peu au-dessus du sol. Peut-être un peu plus haut, là ça m'a l'air bien quand même. Et dans l'onglet Game, on peut voir qu'il est encore un peu petit. Je vais peut-être lui mettre 3 par 3 par 3, à moins que ce soit vraiment trop grand. Non, ça m'a l'air bien. Et au niveau de la position Y, je vais peut-être passer à 2,5, histoire qu'il flotte un petit peu, mais pas trop non plus. Et là, ça m'a l'air bien. On va lui ajouter de toute façon un matériel pour un petit peu le différencier des nodes, parce qu'ils ont exactement la même couleur, donc on le voit toujours pas très bien malgré sa taille. Donc on va faire un clic droit dans Asset, Create, Matériel, on va l'appeler Ennemi. On va glisser ce matériel sur l'ennemi et on va lui donner une certaine couleur. Alors une couleur qu'on n'a pas encore utilisée, donc je pense qu'on va peut-être partir sur du bleu. On va cliquer sur la couleur, on va aller dans le bleu et je vais lui ajouter voilà, une couleur bleue, un petit peu bleu clair. Je vais enlever le smoothness. Au niveau du métallique, on peut peut-être augmenter un petit peu à 0,3 ou 0,4. C'est pas très important, de toute façon c'est du prototyping pour le moment. Je vais mettre à 0,3. Et dans l'onglet Game, ça m'a l'air de rendre vraiment pas mal du tout. Et on peut en faire maintenant une prefab. On va simplement glisser-déposer l'ennemi dans notre dossier project. Et maintenant, une fois qu'on a fait une prefab, on peut simplement supprimer l'ennemi de la scène, on va pas en avoir besoin. On va s'occuper maintenant du système de waypoint, donc les points vers lesquels vont se déplacer les ennemis. On va créer un empty dans notre scène, on va l'appeler waypoint. On va reset son transform, et vu que c'est un empty, on peut pas vraiment le voir dans la scène. On a le gizmo ici de déplacement, mais pour l'instant, si je clique en dehors de cet objet, je ne le vois plus. Donc je vais resélectionner waypoint et je vais lui ajouter un icône. Pour ça, je vais cliquer sur le petit cube qu'on a ici, donc je vais par exemple choisir le petit rubis rouge que j'ai ici. Dans Gizmo ici, je vais augmenter un petit peu la taille de 3D Icons, histoire de mieux les voir. Et si je maintiens CTRL et que je tire un petit peu mon waypoint vers le haut, vous voyez qu'il y a maintenant le rubis qui est visible dans la scène. Dans l'onglet Game, on ne le voit pas, c'est simplement pour nous, en tant que développeur dans la scène. Donc je vais maintenir CTRL, je vais ramener ce waypoint tout au bout ici, donc au niveau du point de spawn. Vous pouvez utiliser le gizmo de la caméra ici pour passer en vue ISO si vous trouvez ça plus simple. Donc je vais le déplacer au niveau du point de spawn un petit peu devant. Je vais sortir du mode ISO. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement placer un waypoint à chaque angle. À chaque fois que le chemin va tourner, on va ajouter un waypoint. Donc on en aura un par ici, un par là, et simplement l'ennemi va aller de l'un à l'autre jusqu'à atteindre le bout de notre niveau. Donc on n'a pas besoin d'en ajouter un tout au début, on va commencer par en ajouter un au niveau du premier tournant. Donc je vais rester appuyé sur CTRL, je vais déplacer mon waypoint, et il faut que ce waypoint il soit vraiment au milieu. Donc là il m'a l'air d'être plutôt vers le milieu. Si je me mets en vue de côté, en vue ISO, on peut voir qu'il ne l'est pas vraiment. Je vais maintenir CTRL, je vais le déplacer bien au milieu, et je pense que là, je suis effectivement bien au milieu. Vous voyez que si je me mets en vue ISO, en vue du dessus, on peut voir que le gizmo de déplacement est vraiment bien au milieu du chemin. Je vais peut-être légèrement le descendre, parce qu'il me semble que l'ennemi est un peu plus bas. Au pire c'est pas grave, on le remontera plus tard. Mais voilà notre premier waypoint qui est placé, donc faites en sorte de vraiment l'avoir au milieu. Dans la hiérarchie, je vais faire clic droit, Create Empty, et je vais l'appeler Waypoints avec un S. Je vais glisser mon waypoint, donc sans S, celui qu'on vient de placer. Je vais faire un glisser-déposer dans mon dossier project, et ensuite le waypoint de la scène, je peux le glisser dans Waypoints. Maintenant le principe va être encore une fois très répétitif, on sélectionne le waypoint, on va le dupliquer, donc CTRL D, et on va le déplacer au prochain tournant. Donc je reste appuyé sur CTRL, je déplace la copie jusqu'à être bien au milieu, ce qui a l'air d'être le cas, et en théorie ici je devrais déjà être au milieu, c'est parfait. Je le duplique, donc CTRL D, je déplace mon waypoint jusqu'au prochain tournant, je fais en sorte qu'il soit vraiment bien au milieu, donc prenez le temps vraiment de vérifier, hein. Moi j'ai un petit peu l'habitude donc je peux le faire à l'œil très rapidement, mais si vous avez un doute, vérifiez bien avec la vue ISO, ça vous permet de voir ça beaucoup plus facilement.
Et comme j'ai dit, c'est très répétitif, je pense que vous avez compris le principe. Je duplique le dernier, je reste appuyé sur CTRL, je le déplace bien au milieu de mon chemin, etc., etc. Donc je vais faire un petit accéléré. Et j'ai maintenant placé mon dernier waypoint. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va spawn ici, dans le cube vert. Il va se rendre vers le premier waypoint, donc celui-là. Une fois qu'il l'aura atteint, il ira vers le deuxième. Une fois qu'il aura atteint le deuxième, vers le troisième. Puis le quatrième, le cinquième, etc. jusqu'à atteindre le dernier waypoint. Et une fois qu'il aura atteint le dernier, il se rendra directement vers l'objectif. Alors après réflexion, le point de départ et le point d'arrivée vont fonctionner en fait assez différemment. Dans le point de départ, on va faire spawn l'ennemi et automatiquement il se dirigera vers le premier waypoint. En revanche, une fois qu'il aura atteint le dernier waypoint, eh bien le point d'arrivée en soi n'est pas vraiment un point, un waypoint, c'est un objectif dans lequel doit se rendre l'ennemi. Donc pour faciliter les choses, on va prendre le dernier waypoint qu'on a ajouté, on va le dupliquer et on va quand même ajouter la duplication à l'intérieur de l'objectif final. Donc restez bien appuyé sur CTRL pour faire vos déplacements, on va vraiment le placer bien au milieu. Ça m'a l'air d'être bien au milieu ici, et je pense que ici, en toute logique, ça devrait être bien au milieu. Donc parfait, ajoutez quand même un waypoint dans l'objectif final. Ça sera peut-être un petit peu plus simple, et ça nous permettra d'économiser quelques lignes dans le script pour le point final. D'ailleurs, le script, on va le créer tout de suite. On va créer un script qui va référencer tous ces waypoints, et donc ce sera beaucoup plus simple de l'envoyer plus tard au script de l'ennemi, qui lui pourra récupérer tous les waypoints, et surtout il pourra les récupérer dans l'ordre, et donc il saura vers quel point se diriger du début à la fin. Donc allons sur l'objet waypoints, on va faire add component, on va ajouter un script qui s'appelle waypoints, tout simplement. Comme l'objet, on va le créer. On va double-cliquer sur waypoints pour ouvrir le script dans Visual Studio. Maintenant qu'on est dans le script, on va commencer ce que je vous ai expliqué à l'instant, donc la récupération des waypoints. Déjà, on va supprimer les deux systèmes collection parce qu'on n'en aura pas besoin. La fonction update, on peut aussi la supprimer, on aura juste besoin de la fonction start dans un petit instant. On va commencer par créer une array publique qui va nous permettre de stocker tous les waypoints. On a pas mal d'objets à stocker, donc plutôt que de faire une variable par objet, on va plutôt faire une liste de tous les waypoints. Cette liste, elle va être statique. De cette manière, on va pouvoir y accéder depuis n'importe quel autre script sans avoir à référencer le script waypoints. Donc si vous êtes débutant, que vous ayez suivi la série C# ou non, vous comprenez peut-être pas tout ce que je vous explique, mais vous inquiétez pas, ça va devenir un peu plus clair plus tard. Donc on va créer une variable publique, statique, qui sera constituée de transform. On ajoute des crochets parce que c'est une array. Et cette array, on va l'appeler points, donc ce qui va faire référence à waypoints. Alors en fait on va pas utiliser de fonction start, du moins pas tout de suite, on va plutôt utiliser une fonction awake. On va dire à Unity qu'on va transformer points en une nouvelle array transform, donc on va mettre transform, entre crochets, et entre crochets on va préciser la taille de cette liste, donc le nombre d'objets en fait à stocker. Je rappelle que ce script il est sur waypoints, c'est-à-dire qu'il est sur l'objet qui possède tous les waypoints. Donc tous les points de passage sont considérés comme étant des enfants de waypoints. Donc on va simplement pouvoir récupérer le nombre d'enfants, et ensuite, ces enfants, on va aller les stocker dans l'array. Donc ça va être très simple. On va retourner dans le script. Ici, on va dire transform.childCount, et on peut fermer la ligne. Il faut juste préciser new transform array. Voilà. Maintenant que notre array a la bonne taille, il va simplement falloir qu'on stocke les objets un par un. Donc le premier waypoint en premier, puis le deuxième en deuxième, etc., etc. Donc de notre côté, combien est-ce qu'on en a? Juste pour vérifier. On en a 12 plus 1, donc on a 13 waypoints au total. Donc pour ça, on va faire une boucle for. Donc vous pouvez taper for et faire 2 fois tab. De cette manière, Visual Studio va directement vous créer un template pour la boucle. Et cette boucle, en fait, elle va effectuer une action pour chaque enfant se trouvant dans waypoints. Donc en gros, à chaque fois qu'on va rencontrer un waypoint, on va l'ajouter à la liste. Donc on va juste éditer notre boucle for. Ici, on va remplacer length par points.length. Et à l'intérieur, on va simplement dire points, en précisant la place de la liste. Donc vu qu'on va commencer à 0, il y a marqué ici int i égale 0. Donc le premier élément d'une liste, c'est toujours 0. Ça, il faut le savoir. Quand on parle de premier élément dans une liste, on commence à 0, puis 1, puis 2, puis 3. Donc le premier élément qu'on ajoute dans une liste n'a jamais l'ID 1, il a l'ID 0. Voilà, ça c'est un truc à savoir en programmation. Le premier élément, 0, ça va être transform.getChildCount.
child, et entre parenthèses, on va mettre i. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour récupérer nos waypoints. On va aller tester ça tout de suite, mais pour tester le script, on va juste enlever le statique, parce que sinon on ne pourra pas le voir dans l'inspecteur. Donc on va enlever statique, on va sauvegarder. Normalement, dans l'inspecteur, vous devriez voir votre script waypoints avec points à l'intérieur. Donc il est en size 0 de base. Et si j'appuie sur play, on va voir que notre script va bien exécuter ce qu'on lui a demandé de faire. Et il va donc assigner la taille de 13, il va ajouter 13 places dans notre array, et le script va ensuite prendre chaque waypoint les uns après les autres, et il va les stocker directement là-dedans. Donc l'élément 0, le premier qu'on a trouvé, hein, c'est comme je l'ai dit, une liste commence toujours à 0 en C#. Dans le premier, on stocke waypoint, puis waypoint 1, waypoint 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 12. Donc c'est exactement le même ordre qu'on a ici dans la hiérarchie. Donc notre script est bien fonctionnel. L'avantage de fonctionner comme ça, c'est que dès le lancement du jeu, tous les waypoints vont être stockés dans le script waypoints. Ce qui fait qu'une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin de le refaire. Notre niveau, il ne va pas changer pendant une manche. C'est-à-dire que pendant que des ennemis viennent, on ne va pas avoir le chemin qui va s'agrandir d'un coup ou qui va être modifié. Donc niveau performance, c'est plutôt une très bonne idée. On fait la récupération des waypoints une fois, et ensuite les ennemis vont simplement récupérer points, ils vont accéder à cet array, et ils vont aller de l'un à l'autre en récupérant les positions du waypoint. Ok, on va maintenant s'occuper de l'ennemi, donc je vais juste revenir dans le script, on va bien remettre statique ici, c'est très important, pour qu'on puisse accéder au script depuis n'importe quelle autre classe. On va sauvegarder, on va glisser notre ennemi dans la scène, donc la préfab qu'on avait fait ici, on va simplement la glisser déposer dans main scene. En théorie l'ennemi devrait être ajouté exactement là où il était lorsqu'on a fait la préfab. Je vais rester appuyé sur CTRL et je vais glisser cet ennemi dans le cube ici. Je vais vraiment faire en sorte qu'il soit bien au milieu. Et cet ennemi, je vais cliquer sur Add Component dans l'inspecteur, donc je vais lui ajouter un script qu'on va appeler ennemi. On va double-cliquer sur ce script pour l'ouvrir dans Visual Studio. On va commencer par enlever les deux systèmes collection, on n'en a pas besoin. On va enlever la void start, la void update. On les remettra si nécessaire. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter une vitesse pour notre ennemi, parce qu'on veut qu'il puisse se déplacer, donc il faut qu'on lui donne une vitesse. Donc on va créer une variable float en public, qu'on va appeler speed, et de base je vais la mettre à 10. Bien sûr, vu que c'est en public, on pourra le modifier depuis l'inspecteur, et de toute façon, on aura d'autres éléments qui accéderont à cette variable speed et qui la modifieront. Par exemple, on aura plus tard un piège, ou une tourelle, qui lorsqu'elle attaquera l'ennemi, lui appliquera un malus de déplacement. Donc l'ennemi se déplacera plus lentement lorsqu'il sera attaqué. Donc c'est pour ça qu'on va laisser ça en public. On va ajouter une autre variable privée qui va être une transform, enfin deux types transform, qu'on va appeler target. Target, ça va simplement être la cible vers laquelle va se déplacer notre ennemi. Puis on va ajouter une autre variable privée de type int qu'on va appeler waypoint index, qu'on va mettre égal à 0, et cette variable va en fait correspondre tout simplement au waypoint vers lequel on est en train de se déplacer. Donc on va d'abord se déplacer vers l'élément 0, c'est-à-dire le premier waypoint, puis ensuite le deuxième, puis le troisième, etc. Donc on va partir de 0 et on va aller jusqu'à 12 en théorie. On met ça en privé parce que ça sera modifié uniquement via le script, et donc faut pas que ça soit modifié depuis l'inspecteur ou depuis un autre script. On va ensuite créer une fonction start, donc public void start. Alors pas public, c'est totalement inutile de faire ça, juste void start. Et dans la void start, on va donc donner à notre ennemi le premier waypoint vers lequel il va se déplacer. Donc on va lui dire simplement que sa target, donc sa cible vers laquelle il doit se déplacer, ça va être waypoints.points, et entre parenthèses, entre crochets, on va mettre 0. Donc qu'est-ce que fait cette ligne? Dans la variable target qu'on a ici, on va stocker le premier waypoint. Et le premier waypoint, il est stocké dans le script waypoint qu'on a créé avant, et il correspond à l'élément 0. C'est donc le tout premier qu'on a dans la liste. Donc si je retourne sur Unity, le premier chez nous, ça va être celui-là. Donc ça va être le premier élément vers lequel il va se déplacer. On peut aussi le voir là-dedans. Dans l'ensemble waypoints, on a le premier, puis le deuxième. Alors, je vais reculer pour qu'on puisse tout voir. Troisième, quatrième, cinquième, etc. Vous voyez que les waypoints sont dans l'ordre. J'aurais peut-être dû le préciser un peu plus tôt, mais si vous avez mis vos waypoints dans le désordre, ça risque de poser problème. Donc faites en sorte que dans la hiérarchie, ils soient tous dans l'ordre, d'abord le premier à atteindre, puis le deuxième, troisième, quatrième, etc. On va revenir dans Ennemi. Maintenant qu'on sait vers où doit se déplacer l'ennemi, il faut qu'on le déplace réellement.
Donc pour ça, on va utiliser une fonction update. Je ne la présente pas, en théorie vous devriez savoir ce que c'est que la fonction update. Pour récupérer la direction vers laquelle va se déplacer notre ennemi, on va créer une variable temporaire vector3 qu'on va appeler dir pour direction. Et pour obtenir une direction, c'est très simple, on prend la position de la direction et on soustrait nos positions actuelles. Donc ici on va simplement dire target.position -transform.position. Target.position correspond donc au waypoint vers lequel on doit aller, et transform.position correspond aux positions actuelles de l'ennemi. Donc avec cette ligne, on récupère la direction vers laquelle l'ennemi doit se déplacer. Et maintenant qu'on a la direction, il faut qu'on fasse réellement le déplacement, il faut qu'on l'effectue. Donc on va dire simplement transform.translate. Transform.translate va simplement déplacer un objet vers la position qu'on va lui donner. Et si j'ouvre la parenthèse, vous voyez que ça prend en argument un vector3. Et le vector3 on l'a juste au-dessus, donc on va simplement mettre dir. Et je peux mettre un point virgule. Donc de cette manière, on va déplacer l'objet vers les positions de dir, donc simplement la direction du waypoint suivant. Sauf que nous, on veut déplacer l'ennemi à une certaine vitesse, qui est speed. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on normalise la variable dir, donc on va dire .normalized. Donc de cette manière, ce n'est plus transform.translate qui va gérer la vitesse de déplacement, mais ça va être speed, vu qu'on va faire multiplier par speed. Et pour terminer, pour pouvoir nous déplacer indépendamment de la framerate, on va multiplier ça par time.deltaTime. Si vous n'avez pas tout compris ici, c'est simplement des mathématiques orientées jeux vidéo. Mais en gros, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut savoir comment fonctionne transform.translate et les valeurs normalisées, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe. C'est pas juste des calculs. Et pour terminer, il me semble pas que ce soit vraiment utile de le préciser, mais on va quand même le faire, space.world, pour préciser Unity qu'on veut déplacer le personnage dans le monde qu'on a ici, donc dans notre scène. Je sais que c'est pas toujours nécessaire de le faire, mais bon, si on peut le faire, autant le faire tout de suite pour être sûr de ne pas avoir de problème. On va sauvegarder ça, on va retourner sur Unity et on va pouvoir tester directement notre premier système. Donc on aura un petit message d'avertissement qui nous dit que waypoint index est assigné mais jamais utilisé, c'est pas grave, c'est normal. Donc pour l'instant on n'a pas moyen de passer d'un waypoint à un autre, mais normalement, si j'appuie sur play, l'ennemi devrait directement se déplacer vers le premier waypoint. Donc on va essayer ça, je vais appuyer sur play, et on devrait voir la sphère partir du cube vert et aller jusqu'au premier point, et là on va la voir un petit peu vibrer, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est bien que je vous ai montré l'ennemi qui est vibré un petit peu autour du waypoint. Alors je vais juste... en fait je vais relancer la scène pour vous remontrer, et vous expliquer un petit peu le problème avec le système. Alors dans un monde idéal, notre ennemi atteindrait exactement le waypoint numéro 1 et il ne bougerait plus, parce qu'il serait à la bonne position qu'on lui a envoyée, donc en théorie il ne devrait pas bouger. Alors au bout de quelques secondes, vous voyez que la sphère s'arrête de vibrer, mais pourtant, si j'ouvre ici mon inspecteur, on peut voir que mon ennemi est aux positions 29,99 999, alors que on a utilisé des valeurs très précises lorsqu'on a fait les déplacements des waypoints, donc il devrait être en fait à 30. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est un problème qui est récurrent sur Unity, alors je sais pas trop si ça changera un jour, c'est pas quelque chose de vraiment très problématique, mais en gros il est très difficile pour Unity de déplacer un objet pile à une position vraiment très précise. Donc l'objet va essayer de s'en rapprocher le plus possible, vraiment très précisément, mais la plupart du temps il n'arrivera pas à atteindre vraiment son objectif. Donc vous voyez que là on devait atteindre 30, on est à 29,99 999, ce qui entre nous est vraiment pas mal et ça pose pas du tout problème. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire dans notre script que si on a atteint la position du premier waypoint, eh bien on va aller vers le deuxième. Sauf que ça reviendrait à dire, si la position X de l'ennemi est à 30, alors on passe au suivant. Mais vous avez bien vu qu'on n'a pas atteint 30, on était à 29,99 999, donc ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc ce qu'on va faire nous, c'est simplement une condition qui va calculer la distance actuelle entre l'ennemi et entre le waypoint vers lequel il doit se diriger, et on va donner une petite marge d'erreur. On va simplement dire que si la différence entre la position de l'ennemi et la position du waypoint est inférieure à 0,2, alors on va considérer que l'ennemi est bien arrivé à destination, et on va l'autoriser à passer au waypoint suivant, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on va laisser une petite marge d'erreur à l'ennemi, parce que sinon il risque de jamais atteindre la réelle position du waypoint. Donc on va dire que si la distance entre l'ennemi et le waypoint vers lequel il doit se diriger est inférieure à 0,2, alors on passe au waypoint suivant. Donc pour faire ça, on va dire vector3.distance. On va calculer la distance entre deux objets, donc on ouvre les parenthèses. L'objet A, ça va être notre ennemi, donc on va dire transform.position. Et ensuite on va mettre une virgule,
et on va donner les positions de l'autre objet, qui vont être celles du waypoint. Donc on va dire target.position, et on va dire que si c'est inférieur ou égal à 0,2, donc ça c'est la marge d'erreur, alors on va pouvoir passer au waypoint suivant. Et ça, on va l'écrire ici dans cette condition. Donc on va simplement faire un appel à une fonction qu'on va appeler getNextWaypoint. Donc plutôt que de le faire vraiment dur dans la fonction update, on va faire une fonction à part. Donc on va dire private void getNextWaypoint. On va ouvrir cette fonction. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est passer au point suivant. Donc là, tout au début, le premier point vers lequel on va, c'est le point 0. Donc c'est le premier waypoint. Donc on va simplement dire que maintenant, on va passer au waypoint index suivant. Donc on va incrémenter cette valeur. On va passer de 0 à 1, puis de 1 à 2, etc. Et là en dessous, on va simplement changer la target. On va dire que la nouvelle cible vers laquelle va se déplacer l'ennemi, ça va être waypoints.points, et entre crochets, entre crochets, on va mettre waypoint index. Donc maintenant, notre code est prêt. Notre ennemi va spawn dans son point de départ, il va aller vers le premier élément, donc vers le premier waypoint. Ça va se faire directement ici dans la fonction update avec ces deux lignes. Si l'ennemi est assez proche du waypoint, il va ensuite passer au suivant avec getNextWaypoint. Donc on va prendre le waypoint suivant, récupérer les positions de ce fameux waypoint, et on recommence le script. On se redéplace, on atteint le waypoint, on sélectionne le suivant, puis on se redéplace vers le suivant, etc. etc., etc. Alors on risque d'avoir un petit souci au niveau de getNextWaypoint, parce qu'à un moment il n'y aura plus de waypoint, donc l'ennemi ne pourra pas continuer. Alors on va simplement faire une vérification. On va dire que si waypoint index est supérieur ou égal à waypoints.points.length moins 1, vu que la liste commence à 0, il y a un petit décalage. Il y a un décalage de 1, donc il faut qu'on soustrait 1 à la taille totale de la liste. Alors on va ouvrir une condition, et ici on va dire destroy, et on va dire simplement gameObject. Donc que fait cette condition qu'on vient d'ajouter? Eh bien elle vérifie s'il y a encore un waypoint suivant. Si c'est le cas, on va simplement l'ignorer et passer à la suite. En revanche, si on atteint le dernier waypoint de la liste, on va simplement détruire notre ennemi. On va aller tester ça, je vais sauvegarder, revenir sur Unity. Pour tester plus vite, je vais passer la vitesse de mon ennemi à 30, et je vais appuyer sur play. Et ensuite, observons ce qui se passe. Donc l'ennemi va passer au premier point, deuxième, troisième, quatrième, vous voyez, il va simplement se déplacer le long de mes waypoints, les uns après les autres, et arrivé au bout, boum, notre ennemi se détruit. Et on a même une erreur dans la console, qui est due notamment à la vitesse d'exécution du code. Donc on va quand même éditer ça. Je vais revenir dans le code, et c'est notamment parce que Destroy met un petit peu de temps à effectuer l'action, c'est-à-dire qu'on va demander à Unity de détruire l'objet, on va lui demander de détruire l'ennemi, mais vu que ça prend un peu de temps, il est possible que les lignes suivantes ici se lisent. Donc on va simplement ajouter un return après notre destruction, et on va réessayer. Petit conseil aussi, si vous voyez que votre ennemi bloque un petit peu sur un waypoint, alors je vais essayer d'imager ça, je vais vraiment mettre une vitesse très élevée, je vais mettre 80. Normalement, mon ennemi devrait bloquer au premier waypoint, il devrait faire un peu n'importe quoi. Voilà, vous voyez que là, mon ennemi fait absolument n'importe quoi, et il fait ça pour à peu près chaque waypoint. Ça, c'est simplement à cause de la marge d'erreur qu'on a ici. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un F après le 0,2. En fait, la marge d'erreur qu'on a ici, elle va aussi dépendre de la vitesse. Plus l'ennemi ira vite, plus la marge d'erreur doit être élevée. Donc là, vous avez vu, 0,2, c'était vraiment pas suffisant pour une vitesse de 80, mais j'avais pas eu de problème quand j'avais utilisé 30. Mais juste par précaution, je vais légèrement augmenter cette valeur, je vais la passer à 0,3, et je pense que ça ira peut-être un petit peu mieux même avec 30. Normalement, on ne devrait pas avoir d'accrochage. On va tester ça, je vais appuyer sur play. Ici, on a pour l'instant aucun accrochage au niveau des waypoints. Et arrivé au bout, l'ennemi devrait disparaître et on ne devrait pas avoir de message d'erreur. C'est parfait, notre système est bien fonctionnel, super. Donc si de votre côté vous voyez qu'il y a un accrochage au niveau des waypoints, deux solutions, soit vous baissez la vitesse de l'ennemi, soit vous augmentez la valeur que vous avez ici, qui est simplement la petite marge d'erreur, à cause du transform.translate. C'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à créer cette série avec vous, donc j'espère que vous aussi, cette série vous plaît. Petit rappel habituel, si vous appréciez mes vidéos et que vous appréciez cette série, vous pouvez me supporter via Tipeee.
Donc sur ce site, vous allez pouvoir faire un don récurrent qui va soit se répéter chaque mois, ou alors vous allez pouvoir faire un don unique, c'est-à-dire une petite donation juste une fois pour supporter la chaîne et donc contribuer à la création des vidéos. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le lien en description, tipeee.com/tuto-unity-fr. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs actuels et aux futurs tipeurs qui me permettent de continuer de proposer des vidéos sur YouTube. Un gros remerciement aussi à Minecraft04 pour son soutien le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Salut!